mais cette culture occidentale, elle est réappropriée à l'échelle africaine. Et à l'échelle africaine, et en l'occurrence ici au Sénégal, il y a des réflexions très intéressantes qui ont été étudiées et qui montrent bien un peu la nécessité d'avoir une identité ouverte, une identité bien ancrée dans son univers culturel, mais c'est une identité qui n'est pas fermée. Aujourd'hui, sa conférence s'intitule « La démocratie à l'épreuve de l'Anthropocène », ce qui annonce une réflexion sur la longue durée, parce que l'Anthropocène, si on revient à ce concept-là, c'est une ère géologique où l'homme est devenu un acteur principal et l'homme est devenu un acteur dominant de la nature. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si vous allez le faire sur la longue durée, voilà ce qui annonce. Bienvenue, cher professeur, et à vous la parole. Vous avez à peu près 35 à 40 minutes avant de donner la parole à la salle. Merci infiniment, mon cher collègue Yann. Oui. Donc, merci infiniment pour cette présentation très généreuse. Je dois dire que je suis très, très content et très honoré aussi d'être l'invité du Centre d'études arabes Centre de recherche arabe d'études politiques de Tunis. Je remercie Mehdi et Safwan et toutes celles et ceux qui ont permis la tenue de cet événement. Alors, dans le même sillage que ce que mon collègue vient de dire en me présentant, je vais en fait vous entretenir d'une question qui me paraît extrêmement importante, mais qui semble n'avoir pas été très véritablement prise au sérieux parce qu'elle semble se diviser en deux problématiques qui n'ont jamais été subsumées sous le même concept. C'est l'Anthropocène en tant qu'ère géologique et les questions de démocratie, simplement parce que de l'une à l'autre, on semble avoir affaire à deux registres de savoir qui sont disjoints et qui sont différents. Et je pense qu'il est temps que nous apprenions à les penser ensemble. Alors, parce qu'il faut savoir que notre modernité s'est constituée sur ce partage qui a semblé si naturel que nous ne l'avons jamais sérieusement interrogé. Et c'est le partage entre la société et la nature. Il y aurait ainsi, d'une part, les faits de société où l'homme ne rend compte que ses propres productions, et d'autre part, les faits naturels qui lui apparaissent comme indépendants de lui. Et de ce partage donc est née la conviction que la question politique du fondement du lien social, d'une part, et celle de notre rapport avec la nature et le monde physique environnant, d'autre part, doivent être séparées, c'est-à-dire pensées selon des catégories différentes. Alors, nous sommes allés si loin dans cette direction qu'il peut sembler aujourd'hui hasardeux, voire impossible, de les subsumer ensemble sous les mêmes concepts. Jusque-là, en effet, la nature relevait de la compétence des sciences expérimentales, qui en formule les lois, tandis que le domaine du sociopolitique était la chasse gardée des sciences humaines et sociales. Et chaque camp veillait ainsi jalousement sur ses plates-bandes. Avec notre entrée dans l'ère de l'Anthropocène, il faudra désormais que nous apprenions à renoncer à ce partage de notre carte des savoirs, et nous résoudre à la tâche de devoir penser ensemble ces deux ordres de réalité. Cela implique donc une refonte de nos catégories et de nos modes de pensée. Ce qui veut dire qu'il faudra désormais non seulement élargir le domaine du politique à la nature, mais aussi réciproquement savoir lire les questions sociopolitiques à la lumière de leur enracinement dans l'ordre naturel. Il en est ainsi parce que, nous le savons désormais avec certitude, à chaque fois qu'à travers l'histoire de l'humanité, le rapport de l'homme à la nature s'est dégradé, comme c'est le cas encore aujourd'hui, il s'en est suivi comme une conséquence logique
une dégradation de la qualité des rapports entre les humains, comme si les espaces politiques et sociaux où nous négocions nos rapports à autrui étaient dans une sorte de dépendance quasi unilatérale avec la manière dont nous négocions notre subsistance par le commerce que nous entretenons avec la nature. Les deux problématiques sont donc liées et il faudrait que nous apprenions, comme je l'ai dit tantôt, à les penser ensemble. Alors, un exemple que nous avons pourtant sous les yeux devrait pouvoir nous montrer que nous sommes désormais entrés dans un nouveau paradigme. Les conflits armés consécutifs à la montée du djihadisme sur toute la bande sahélienne qui va du Mali au Tchad, en passant par le Burkina Faso et le Niger, ont pour arrière-plan un environnement naturel qui se dégrade de plus en plus, avec des cycles de sécheresse qui se succèdent depuis plusieurs années. Ces 50 dernières années, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie, passant de 25 000 km² en 1963 à 1500 km² en 2024. Ce qui veut dire donc que les populations qui vivaient jusque-là dans une relative autonomie sont obligées de se partager des ressources de plus en plus rares, ce qui constitue donc le terreau fertile que nous connaissons, sur lequel est venu s'implanter et croître les différentes rébellions qui secouent cette partie du continent africain. Apprendre à penser ensemble crise écologique et crise de la démocratie, cela veut dire apprendre à resocialiser la terre à partir de principes qui ne soient plus soumis de façon exclusive à l'efficacité technicienne, telle qu'elle s'exprime dans la logique capitaliste des rapports marchands, ni à l'orientation procédurale qui a vidé la démocratie de sa substance. Pour cela, je voudrais vous proposer une démarche en deux temps. Dans un premier moment, je voudrais examiner avec vous quels sont les processus politiques qui ont fait qu'à un moment donné, les impératifs du capitalisme néolibéral ont d'une certaine manière neutralisé et comme dévitalisé l'exigence démocratique, en la vidant complètement de sa substance subversive, je veux dire. Dans un second moment, j'essaierai de montrer qu'une démocratie hors sol, complètement déconnectée des conditions naturelles de possibilité, de ces conditions naturelles de possibilité, est une aberration. La thèse que nous voudrions donc soumettre à votre sagacité, c'est qu'au regard des crises multiformes qui font le quotidien des sociétés contemporaines, il n'est plus difficile de voir que nous sommes au seuil d'une grande bifurcation, c'est-à-dire d'une rupture de civilisation que je tenterai de subsumer sous la catégorie d'un double oubli. Oubli de la nature et oubli de la culture. Et pour cela, je vais devoir commencer par l'oubli de la culture qui est au fondement de ce que j'ai appelé cette dévitalisation de l'exigence démocratique. Au chapitre 4 du livre 3 de son contrat social, Jean-Jacques Rousseau écrit ceci. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Fin de citation. Alors, quelles que soient les interprétations que l'on a pu donner de ce célèbre passage, une chose au moins est sûre, c'est qu'il s'agit pour Rousseau non pas de dire le caractère inaccessible de la démocratie, mais la très singulière forme d'idéalité qu'elle exprime, celle qui fait précisément qu'elle est par essence une quête infinie. Que la démocratie soit un idéal signifie qu'elle définit un horizon de sens qu'aucune forme de démocratie ne peut véritablement épuiser. Cela veut dire non seulement qu'elle est par essence fragile, c'est-à-dire toujours en but à des forces qui cherchent à l'entraver et à l'anéantir, mais surtout qu'elle est condamnée à devoir toujours se réinventer sous peine de disparaître. Ce qui veut dire en clair qu'il est dans sa nature d'être toujours en crise.
qu'elle soit fragile dans ses fondements, la vague de coups d'État qui s'est abattue ces derniers temps dans notre sous-région ouest-africaine, parce que je viens du Sénégal, je vous parlais du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, nous en donne la preuve. Mais le plus inquiétant, c'est que les peuples, surtout les jeunes, semblent désormais s'accommoder de ces régimes autoritaires, comme si une certaine lassitude avait définitivement éteint en eux le désir de liberté. Mais il faut dire que ce phénomène est loin d'être spécifique au continent africain. Dans les démocraties occidentales aussi, qui ont pourtant une tradition multiséculaire de régimes démocratiques, la montée en puissance des régimes autoritaires, xénophobes, racistes et parfois ouvertement fascistes est tout aussi préoccupante. Que l'on ait pu parler le plus sérieusement du monde de tentatives avortées de coups d'État aux États-Unis, le pays qui a les institutions démocratiques les plus solides, lorsque les partisans de Donald Trump ont donné l'assaut au Capitole, montre que le problème qui nous occupe aujourd'hui est devenu définitivement un enjeu politique universel. Si j'introduis mon propos sur la démocratie par ces remarques préliminaires, c'est pour éviter de tomber dans un travers habituel qui consiste à vouloir toujours évoquer je ne sais quelle spécificité culturelle africaine pour soi-disant expliquer l'incapacité des Africains à inculturer la démocratie sur le continent. Ce qui ferait d'eux donc des éternels parias de la modernité. En matière de démocratie, il faut dire qu'il n'y a pas de peuple élu, ce qui veut dire qu'aucune culture, religion, race ou civilisation n'est par essence et par définition d'emblée démocratique. Cela veut dire inversement qu'il n'y a pas non plus de peuple, de race, de religion ou de culture qui soit par essence et par définition inapte à la démocratie et fatalement condamné à devoir subir éternellement l'oppression et la tyrannie. Je voudrais, pour étayer cette thèse, revenir à Rousseau et à son contrat social, livre fondateur de la démocratie telle que celle-ci est née de la Révolution de 1789. Quel est le problème que pose ce fameux texte? Pour répondre à cette question, un peu de contexte historique sera ici nécessaire. Quand Rousseau écrit en 1762, donc en plein siècle des Lumières, son texte, l'Europe est encore sous la coupe réglée des monarchies de droit divin. Mais partout, une nouvelle sociologie est en train de se mettre en place et de nouvelles idées apparaissent portées par de nouvelles forces sociales incarnées par les bourgeoisies nationales montantes qui contestent de plus en plus ouvertement l'arbitraire des rois. Contre Louis XIV, qui écrivit dans les mémoires rédigés pour l'éducation du dauphin en 1668, ceci, je le cite, « Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi ». Fin de citation. Et contre cette thèse, Rousseau rétorque dans le contrat en 1762 ceci. « La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui. » Fin de citation. On le voit, il s'agit de refonder donc l'ordre politique. Mais il affirme dès le départ qu'il faudrait, pour cela, écarter les faits, tous les faits, c'est-à-dire précisément tous les régimes politiques tels qu'ils ont existé historiquement. La démarche de Rousseau est donc une démarche constructiviste parce qu'il cherche à créer de toutes pièces un corps politique qui n'a jamais encore existé, mais à partir d'une conception idéale de la société qui, elle aussi, n'a jamais existé. C'est dans cette optique qu'il s'approprie le concept d'état de nature, un état fictif devant la société où tous les hommes auraient vécu dans une parfaite innocence et dans lequel personne n'est au-dessus des autres. Mais cet état paradisiaque ne pouvait évidemment durer éternellement, puisque les hommes devenant de plus en plus nombreux, apparaît ce phénomène que les économistes connaissent bien, qui est la rareté, ce qui fait naître donc des conflits de plus en plus nombreux. Il fallut donc, pour sauver le genre humain d'une disparition certaine, passer contrat pour fonder la société civile. On comprend donc pourquoi
un tel contrat ne peut instaurer qu'une société égalitaire, puisque les contractants sont tous, dès le départ, dans une relation de stricte réciprocité. Puisque le contrat social ne peut donner naissance qu'à une société égalitaire, la question est donc de savoir d'où vient que partout en Europe, c'est l'inégalité qui règne entre les hommes. Elle ne peut provenir que d'une corruption du contrat originel, ce qui revient à dire que les monarchies de droit divin, puisque c'est elles qui sont visées par Rousseau, parce qu'elles sont toutes inégalitaires, sont donc une perversion du contrat social. On peut voir d'ores et déjà quelle est la fonction heuristique du contrat face à l'absolutisme des rois. Il s'agit, en posant l'origine de la société par le contrat social, de contester l'autorité politique régnante en lui opposant un idéal de société de stricte égalité. Et bien entendu, c'est ainsi que les révolutionnaires de 1789 vont lire Rousseau. Il est donc clair que dans l'espace théorique ainsi ouvert par ce nouveau paradigme, pour fonder une société démocratique, égalitaire et respectueuse des libertés individuelles, il n'est nul besoin d'invoquer l'appartenance à une culture, une religion ou une race, toute chose qui renvoie à des déterminations sociales qui sont chronologiquement et logiquement postérieures à l'état de nature. Ce qui seul importe ici, c'est l'universalité de la raison, dont on peut présupposer qu'elle est la même chez tous les humains, en dépit de l'enracinement historico-culturel respectif de ces derniers. On le sait, c'est cette métaphysique de l'homme qui va fonder la conception républicaine de la nation et de la citoyenneté au lendemain de la Révolution de 1789, et c'est elle qui va ainsi s'imposer tout naturellement sous nos latitudes aussi. On le voit, le paradigme républicain qui a encadré la construction des États africains, particulièrement des États qui étaient sous colonisation française, n'accorde aucune place aux cultures nationales. Et c'est parce que justement celles-ci sont perçues comme le mal à exorciser, c'est-à-dire ce contre quoi la citoyenneté bien comprise devrait se concevoir. Aux appartenances dites ancestrales, il faudrait donc substituer un autre récit, ce qui revient à refouler dans les limbes l'idiome des anciens systèmes de légitimation, coupables d'introduire fatalement dans le corps social les germes de la division, ce qui revient à dire que la citoyenneté, lorsqu'elle est bien comprise, est oubli des origines. Or, comme chacun sait, dans la plupart des pays africains, cette conception de la citoyenneté, surtout en Afrique noire, a fait le lit des partis uniques et par conséquent des régimes autocratiques, sous le fallacieux prétexte que la reconnaissance de la diversité culturelle exacerberait les divisions ethno-tribales et hypothéquerait l'effort de construction nationale. La thèse que nous voudrions défendre, c'est que cette conception de la citoyenneté et de la démocratie s'appuie sur une conception de l'exigence d'universalité qui traduit plus les principes anthropologiques du capitalisme naissant, tels qu'ils seront formulés par les théoriciens de l'utilitarisme anglais, qu'une visée d'universalité, d'émancipation des peuples. On ne peut s'expliquer le statut mineur des cultures locales dans les démocraties modernes si l'on ne met pas en rapport les moments cruciaux de l'histoire européenne que sont la genèse du capitalisme d'une part et la question de la modernité politique telle qu'elle va se poser à partir des guerres de religion en Europe au XVIe siècle d'autre part. Ces deux problématiques sont liées et dans leur croisement, elles ont produit une configuration philosophique et politique tout à fait inédite, doit émerger la question de la démocratie telle qu'elle se pose aujourd'hui à nous. Il importe cependant, bien qu'elles soient liées, de les distinguer soigneusement, puisqu'elles relèvent de deux logiques différentes qu'il faudrait savoir spécifier. La question de la modernité politique consiste à se demander comment reconstruire ou construire une société pacifiée, dès lors qu'il est admis qu'aucune révélation religieuse
ne peut plus orienter l'organisation des affaires humaines. C'est ce qu'on appelle la sortie du théologico-politique. À cette question est celle de cette sortie du théologico-politique qui va se poser aux philosophes, de Spinoza à Hobbes et à Rousseau, sur fond de guerre civile religieuse en Europe à partir du XVIe siècle, comme je l'ai signalé tantôt. Alors, je ne pense pas qu'il soit possible de saisir la signification des philosophies politiques de la modernité si on ne les rapporte pas, d'une part, à la façon dont les guerres de religion ont installé un climat de peur de la mort et de défiance en Europe, et d'autre part, la genèse du capitalisme telle qu'elles ont, d'une certaine manière, d'une certaine manière accompagné. Et la conjonction qui va s'établir entre philosophie politique et pensée économique libérale met en relation deux dynamiques que l'on peut comprendre comme des réponses à la question de la violence et des guerres civiles. En effet, quand les théories du contrat conçoivent celui-ci, de façon originelle avec Hobbes et de façon dérivée avec Rousseau, comme un état de guerre généralisé de tous contre tous, les philosophies libérales d'inspiration utilitariste célèbrent les vertus pacifiantes de l'échange économique qu'elles posent comme l'ultime antidote aux passions guerrières et religieuses, ainsi qu'à l'éthique de l'honneur qui ravage l'Europe. Libéralisme et théorie du contrat trouvent donc leur légitimité dans leur volonté proclamée d'assurer la paix civile et la prospérité. Ça veut dire que le paradigme qui va s'imposer et donner naissance aux courants les plus radicaux des Lumières est une conjonction de thèses que l'on pourrait articuler de la façon suivante. La raison est la condition nécessaire et suffisante pour organiser adéquatement une société libérale des préjugés et des superstitions. Or, c'est la rationalité scientifique, telle qu'elle est à l'œuvre dans la physique galiléo-newtonienne, qui exprime le mieux l'idée la plus haute de la raison et qui plus est se donne comme la garantie la plus sûre du progrès humain. Du côté de la pensée libérale, la même finalité sera recherchée dans les protocoles méthodologiques que met en œuvre la physique galiléo-newtonienne, ce qui revient à chercher à mettre au jour les principes fondamentaux d'une science de la nature humaine, exactement comme Newton a mis sur pied les principes d'une science de la nature. Ainsi, de la même manière, il s'agira de ramener la totalité des mouvements apparemment désordonnés des corps célestes à une force unique, aux effets mesurables, comme par exemple la loi de l'attraction universelle. Il va être question donc de la même manière pour les théoriciens du libéralisme de chercher les principes fondamentaux d'une science de la société qui satisfasse aux mêmes exigences épistémologiques. Or, pour les différents courants utilitaristes, cette force grâce à laquelle une mécanique sociale devrait être possible n'est autre que l'intérêt personnel bien compris. Ainsi, un individu qui est délivré des préjugés et des superstitions et qui agit rationnellement en tant qu'il est un atome social, parce que libéré des liens de la communauté d'origine, devra se conduire de façon égoïste et se conformer à son intérêt personnel bien compris. L'idée ici, c'est que si on libère l'individu de l'emprise du groupe, c'est-à-dire de sa communauté, et que l'on fait table rase du passé, ce qui revient donc à couper les citoyens de leur culture et de leurs traditions ancestrales, foyer supposé des préjugés et des superstitions, la société ne pourra que devenir toujours plus rationnelle, plus transparente à elle-même. Et par conséquent donc, plus pacifiée et plus prospère. L'éradication des cultures qui apparaissent donc comme un obstacle à l'universalisation du marché est donc une stratégie que met ici en œuvre le grand capital. Il s'agit de faire en sorte que le citoyen consommateur, cet atome social purifié de toute attache culturelle ou religieuse, soit le même partout, sous toutes les latitudes. Et on peut voir que c'est cette même stratégie d'homogénéisation du marché mondial que poursuit aujourd'hui
la mondialisation néolibérale à l'échelle planétaire. Or, cette thèse de l'individu rationnel, entre guillemets, parce que égoïste et calculateur sur laquelle fait fond le néolibéralisme, ne peut être rien d'autre qu'un mythe anthropologique élaboré dans des conditions historiques spécifiques. Certes, le capitalisme néolibéral, par l'exacerbation de la concurrence entre les citoyens, peut produire et produit effectivement de tels individus, puisque c'est à cette condition qu'il peut se maintenir et se reproduire à l'infini comme système. Mais rien n'interdit de penser que d'autres types d'humanité existent et sont possibles. On peut voir à partir de là d'où vient que la démocratie s'est comme rétrécie et dévitalisée pour ne plus signifier en fin de compte qu'un ensemble de règles impersonnelles, sans égard pour les valeurs et les normes auxquelles les hommes organisent leur vie de tous les jours. Et pour cette raison, elle s'est muée pour ne plus être qu'un moyen comme un autre pour obtenir l'obéissance des citoyens aux lois du marché. C'est parce qu'elle a été en phase avec l'imaginaire des peuples européens qu'elle a eu la réussite éclatante qui a été la sienne dans l'édification de l'État-nation à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il n'y a rien de scandaleux donc à envisager, ne serait-ce que du point de vue du principe, des pratiques républicaines autres, c'est-à-dire des pratiques qui s'alimenteraient à des matrices culturelles et philosophiques structurées selon des imaginaires et des trajectoires historiques non européens. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, simplement parce que l'exigence d'universalité qui est au principe de l'humanisme des Lumières, en tant qu'elle est une exigence, c'est-à-dire une nécessité, sans laquelle le réel est incomplet, n'est rigoureusement pas de ce monde, parce qu'il n'y a aucun sens à exiger ce qui est déjà de l'ordre du donné. Parce qu'elle n'est pas donnée donc dans l'ordre empirique, l'universalité est une norme anhistorique. Et pour cette raison, sa teneur idéale est donc infinie et ne peut pour cette raison s'épuiser dans aucune réalisation historique empirique parce qu'elle les dépasse toutes. Or, si l'universel ne peut s'épuiser dans aucune réalisation empirique, il faut donc tenir sa réalisation républicaine en 1789 comme une contingence historique, c'est-à-dire une version possible qui n'en épuise pas toute la signification. Rien ne devait donc dès lors interdire que le même idéal d'émancipation politique puisse et doive nourrir autrement d'autres expériences historiques. L'enjeu consistera alors à reconceptualiser la question de la démocratie et son corollaire, c'est-à-dire celle de la modernité, dans une perspective où l'ancrage historico-culturel des Africains ne sera plus perçu comme un mal à exorciser, mais plutôt comme le ferment, l'humus, à partir duquel devraient s'alimenter de nouvelles pratiques politiques. C'est seulement à cette condition qu'il sera possible d'envisager l'avènement d'une citoyenneté émancipée qui réponde aux besoins de reconnaissance des citoyens, étant entendu que les dénis de reconnaissance, même là où aucune inégalité sociale de type économique n'est dûment constatée, sont susceptibles d'instaurer un rapport déséquilibré et donc pathologique entre les citoyens, ce qui ne peut que produire de l'opacité dans les relations sociales. Mais comment réussir ce pari si nous continuons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, à découpler la pensée politique d'avec la problématique de notre insertion dans notre environnement naturel, comme si une démocratie hors sol, coupée des conditions naturelles de production et de reproduction de la vie, pouvait avoir un sens. Or, nous le savons désormais, c'est cet oubli de la nature dans la constitution de notre contrat social qui a précipité notre civilisation technicienne dans la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Jusque-là, la nature n'a en effet été perçue que comme simple réserve d'énergie que l'on arraisonne selon les exigences mercantilistes d'un capitalisme prédateur
qui fait marchandise de tout. Notre modernité est allée si loin dans cette direction, avec des moyens de plus en plus puissants et sophistiqués, que nous sommes sur le point de rompre les équilibres qui ont rendu la vie possible sur Terre. Il y a quelques semaines, le New York Times révélait que l'Union internationale des sciences géologiques a décidé par un vote, qui est loin d'ailleurs d'avoir fait l'unanimité, de ne pas inscrire l'Anthropocène comme force géologique. Outre le fait que les théories scientifiques ne s'imposent jamais par un vote pour décider de leur vérité, il est possible d'opposer à cette décision géologique un certain nombre de faits, et c'est ce que je voudrais faire avec vous, par exemple très simple, un exemple que nous avons encore sous les yeux, c'est celui de la pandémie du Covid-19 qui a été justement une catastrophe pendant au moins 2 ans sur toute la planète. Cette pandémie n'est pas le fait du hasard. Depuis une vingtaine d'années, nous faisons l'expérience d'épidémies ayant la forme de pathogènes d'origine animale à potentiel endémique, comme le SRAS, Ebola, le H1N1, Zika, des pandémies certes localisées, mais très virulentes. Et bien que son ampleur soit sans commune mesure avec ces dernières, le Covid-19 se situe dans le même sillage. On le sait, les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme la grippe espagnole et la peste, avaient suivi les voies commerciales d'alors, c'est-à-dire les fleuves et les mers, ce qui explique qu'elles aient mis du temps à se répandre. La particularité de cette crise du Covid-19, c'est qu'elle a suivi les nouvelles routes de la mondialisation pour se propager. Qu'elle soit partie de Chine, ce nouveau cœur du capitalisme mondialisé, pour faire le tour de la planète à une vitesse inouïe, témoigne de la grande connectivité d'un monde devenu tout petit, ce qui nous fait éprouver le sentiment d'appartenir à une seule humanité, malgré les grandes disparités entre pays riches et pays pauvres. Que nous formions une seule humanité ayant le même destin, la crise écologique nous l'avait pourtant déjà rappelé, puisque les problèmes d'environnement, comme chacun sait, ne connaissent pas de frontières. Mais ce savoir avait encore quelque chose d'abstrait. Il n'était pas encore vécu comme une certitude subjective ayant le pouvoir d'engendrer et de provoquer des pratiques de solidarité requises entre nations partageant le même destin, chaque pays privilégiant ses intérêts immédiats aux dépens de l'intérêt de la planète. Or, voici que nous découvrons que la crise écologique et la crise sanitaire, bien que relevant de logiques apparemment différentes, ne sont pas dans les faits deux choses fondamentalement distinctes. Elles proviennent d'une seule et même origine, c'est-à-dire de l'Anthropocène, dont elles sont des manifestations différentes. Il est possible de définir l'Anthropocène comme une nouvelle ère dans la chronologie de la géologie au cours de laquelle les forces naturelles qui ont jusque-là façonné l'évolution naturelle de la Terre ont cédé la place aux activités humaines. Ce que dit le concept d'Anthropocène, c'est que l'homme est devenu par lui-même une force géologique capable de transformer les conditions naturelles de la vie sur Terre, parce qu'il est de fait en possession de moyens d'action susceptibles d'infliger à la nature des dommages irréversibles. Ce qui témoigne de cette nouvelle dimension de l'agir humain, c'est la découverte de la vulnérabilité de la nature, ce qu'aucune civilisation n'avait jusque-là expérimenté avec autant d'ampleur. Jusque-là, la nature était la grande maîtresse. C'était elle qui avait toujours le dernier mot et le dessus sur l'homme. Nous sommes passés donc d'une nature toute puissante à une nature sous contrôle, dont nous sommes devenus les maîtres et les possesseurs, selon le mot célèbre de Descartes. Pour la première fois, en effet, l'action de l'homme a pris une ampleur telle qu'elle n'est plus amortie par la nature,
et pourrait rompre donc les équilibres qui ont jusque-là garanti la possibilité de la vie sur Terre. L'on peut alors dire que de toutes les révolutions qui ont ponctué l'histoire de l'homme sur Terre, celle-ci est la plus radicale, si l'on en juge par ce grand basculement vers l'inconnu qu'elle pourrait produire. C'est ce même sentiment qui semble expliquer le succès médiatique du concept d'anthropocène. Mais quoi qu'il en soit, retenons que le concept subsume tout ce que jusque-là nous avons tenu pour des phénomènes séparés, à savoir l'épuisement de la biodiversité, le réchauffement climatique, les déforestations et les désertifications, l'acidification des océans et la pollution atmosphérique. La première leçon que nous devions donc retenir de tout cela devrait donc consister à prendre conscience que la civilisation technicienne qui est la nôtre est arrivée au seuil d'une grande bifurcation, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, dont les conséquences géopolitiques pourraient être désastreuses pour tout le monde, mais particulièrement pour les pays pauvres. Alors, comment en est-on arrivé là? Alors, lorsqu'on se pose cette question, la réponse fuse directe. C'est la faute à Descartes, c'est ce que l'on entend très souvent. C'est Descartes, en effet, qui fixe au XVIIe siècle ce qui allait être l'ontologie mécaniste et l'anthropologie philosophique qui allaient de concert rendre possible cette exploitation suicidaire de la nature dont il dit que nous devions être, comme je l'ai dit tantôt, maîtres et possesseurs. Et ce que disent cette ontologie et la philosophie du sujet sur laquelle elle fait fond, c'est que l'homme entretient avec la nature un rapport d'extériorité, ce que traduit d'ailleurs le concept d'environnement, peut-être le concept le plus faux et le plus trompeur qu'on ait utilisé pour dire la nature, puisqu'il laisse croire que celle-ci nous serait extérieure, au sens où elle ne ferait que nous environner comme une clôture qui, bien qu'elle nous entoure, peut être mise à distance parce que différente de nous. Cette ontologie s'est révélée aujourd'hui inadéquate, non seulement parce que le capitalisme se heurte désormais de fait aux limites indépassables de la nature, mais surtout parce que le concept moderne d'une nature mécanisée et désenchantée, et donc désertée par les dieux, n'est plus tenable. Les romantiques, Jean-Jacques Rousseau en tête, avaient tiré la sonnette d'alarme dès le XVIIIe siècle. L'idée chère aux romantiques selon laquelle il y aurait comme une subjectivité enchaînée dans la nature a longtemps paru aux yeux des philosophes une thèse saugrenue. Or, en soutenant l'idée d'une nature avec laquelle les humains pourraient entrer en résonance, ainsi que le romantisme y invite, il ne s'agit pas tant de verser dans on ne sait quelle fusion animiste avec celle-ci, que de rétablir la continuité vitale la continuité plus de la chaîne de vie, sans laquelle tous les êtres procèdent plutôt de la même dynamique vitale qui transmute sans cesse. Le grand poète soufi persan Jalaluddin Rumi en avait déjà l'intuition au XIIIe siècle, et cela bien avant les théories de l'évolution produites par Lamarck et Darwin. Je cite Rumi, il dit ceci: l'homme vient d'abord dans le règne des choses inorganiques, puis de là il passe dans le règne végétal, ne se souvenant pas de sa condition précédente. Et lorsqu'il passa dans l'état animal, il ne se rappela pas de son état en tant que plante. Il ne lui resta que l'inclination qu'il éprouva pour cet état, notamment à l'époque du printemps et des fleurs, telle l'inclination des petits-enfants à l'égard de leur mère, ou comme l'inclination du disciple pour le maître spirituel. Puis l'homme est entré dans l'état humain. De ses premières âmes, il n'a point de souvenance, et il sera de nouveau changé à partir de son âme actuelle. Fin de citation. Pourtant, nous, humains, avons tendance à nous considérer comme des êtres spéciaux, différents et exceptionnels, y compris lorsque nous croyons en notre puissance et notre capacité exclusive à pouvoir infliger les pires dégâts
aux êtres dits inférieurs. Nous avons toujours cru que du fait de notre supériorité technologique sur les animaux, nous sommes hors de portée des méfaits qu'ils pourraient nous infliger. Nous sommes désormais en mesure de comprendre que cette force de destruction qui est la nôtre, tout comme la force de régénération qui va avec elle, est équitablement distribuée dans la nature et que le virus le plus apparemment insignifiant peut produire des effets aussi inattendus que, par exemple, assigner à résidence 7 milliards d'humains pendant 2 ans. Nous sommes aujourd'hui donc en mesure d'entendre autrement cette parole profonde de Rumi, et donc l'injonction à renoncer à la substantialisation qui voudrait que nous soyons des êtres d'un seul tenant, repliés sur nous-mêmes et fermés au monde environnant, ainsi que l'ontologie dualiste cartésienne l'avait établi. Sortir des difficultés et des apories de cette ontologie et de l'idéologie néolibérale de la croissance infinie, cela ne fait qu'un seul et même mouvement qui peut se dire ainsi, habiter autrement la Terre. Et cela passe par une nouvelle philosophie de la nature que l'on pourrait décliner en une politique de la relation qui devrait commencer par renoncer au cloisonnement qui a voulu qu'entre les humains et le reste du vivant, il y ait comme une barrière infranchissable. Ce nouvel impératif consistera à penser à nouveau frais les fondements d'une nouvelle anthropologie, ce qui revient non pas à égaliser, bien entendu, toutes les formes de vie, ainsi qu'un certain biocentrisme nous y invite, mais à comprendre que l'être de l'homme, tout comme celui des êtres dits inférieurs, est d'essence interspécifique, au sens où il n'est pas fait d'une substance différente de celle des autres espèces et des autres règnes de la nature, mais qu'il en est en quelque sorte la synthèse, puisque 1000 fils invisibles le rattachent à eux. Il nous faut donc apprendre à intégrer la nature dans la relation éthique, ce qui revient à le poser plutôt comme un sujet de droit. On pourrait nous faire ici l'objection suivante. Qu'est-ce qu'un sujet qui n'est pas capable de formuler par soi-même ses propres exigences? En d'autres termes, qu'est-ce qui permet de dire que la nature est un agent moral dès lors qu'elle est incapable de s'exprimer par elle-même? Alors que la nature ne puisse pas s'exprimer par elle-même et qu'elle ne puisse pas exprimer ses droits ne signifie pas qu'elle n'en a pas. Après tout, un fleuve, une rivière, une vallée ont le droit de ne pas être pollués. Et pour comprendre ce qui est ici en jeu, une petite clarification conceptuelle s'impose. Et agent moral, celui dont les actes peuvent faire l'objet d'une évaluation morale et qualifiée de bonne ou mauvaise, ce qui suppose donc qu'il est responsable de ses actes. Tandis qu'un patient moral est celui dont le traitement qu'il subit est susceptible d'être soumis à une évaluation éthique. On voit bien donc que la ligne de démarcation entre ces deux concepts dessine comme une symétrie entre l'action produite et l'action subie, d'où la spécification entre être un agent, c'est-à-dire un acteur conscient de ses actes, et un patient sur qui porte une action. Par exemple, un humain adulte normal peut être à la fois un agent et un patient moral, puisque les actions qu'il pose et celles qu'il subit peuvent être toutes évaluées moralement. En revanche, les bébés, les enfants et les handicapés mentaux ne sont pas des agents moraux puisqu'ils ne sont pas encore ou ne sont plus responsables de leurs actes. De la même manière, qui ne voit qu'un animal, un fleuve ou une vallée peuvent aussi être des patients moraux et qu'il est donc immoral de leur infliger certaines actions. Et de ce point de vue, un fleuve a parfaitement le droit de ne pas être pollué et en Bolivie et en Équateur, des rivières et des fleuves ont commencé à gagner des procès. Je vous remercie. Merci, cher professeur, d'avoir tracé le processus qui a conduit à la naissance de la démocratie dans le monde occidental, dans une première partie.
Vous avez analysé l'effet de cette démocratie sur les cultures nationales qui ne conduit pas, nous parlons de l'idée, hein, ce n'est pas de la pratique, qui ne conduit pas forcément à une citoyenneté qui accepte la diversité culturelle et les cultures locales. Ceci s'est produit aussi bien en Occident que dans d'autres pays. Vous avez déconstruit des concepts comme la disparité, les disparités, les inégalités, la question de la citoyenneté. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est de revenir sur l'action de l'homme et ses rapports avec la nature. Ce rapport, bien évidemment, l'homme est contraint à exploiter la nature, mais nous avons constaté ces derniers temps, c'est que finalement, l'homme pollue la nature, surexploite la nature et fait beaucoup de mal à ce monde. Mais donc, du coup, l'action de l'homme doit être soumise à une évaluation critique parce que son action par rapport à la nature doit être également évaluée d'un point de vue moral. Et finalement, donc, tout ce travail-là, ça nous invite à réfléchir à nos systèmes de valeurs, à des moments de crise qui étaient pensés à des moments comme des crises ponctuelles, même si elles étaient avec les pandémies, par exemple au Moyen Âge ou à la période moderne, c'était des pandémies régionales. Mais là, on a parlé, vous avez avec la pandémie récente de la Covid-19 qui a touché toute l'humanité, c'est quelque chose qui a montré un peu les égoïsmes, qui a montré aussi des niches de solidarité, un rapport avec, entre la population, disons, les populations indigènes et allogènes. Si on a bien vu, est-ce qu'il faut donner des vaccins aux immigrés, comme les citoyens? Beaucoup d'interrogations émergent de votre réflexion, très riche d'ailleurs, et j'invite ceux qui nous écoutent à lire un peu vos travaux, que nous pouvons les trouver sur Internet. Et donc je donne la parole à la salle si vous avez des questions ou des réflexions par rapport à ce qui a été développé par professeur Badou Ndoye. C'est Fatah Triki en premier lieu. Oui. Peut-être donner le micro à Sifat Triki le temps que les autres réfléchissent à des questions. Je vous remercie, professeur Badou Ndoye, pour cette conférence qui a mis en lumière la nécessité de revisiter la philosophie elle-même, n'est-ce pas, en réfléchissant non pas sur sa façon de penser, d'aborder le monde, mais surtout d'adapter sa fonctionnalité à l'ère anthropocène, qui est autre chose, n'est-ce pas, et qui nécessite d'une certaine manière, je ne dis pas de nouveaux concepts, mais qui nécessite en tout cas de retravailler nos concepts à la lumière de cette nouvelle relation qui doit régner entre l'homme et la nature. C'est exactement ça ce que nous avons appelé, ce que nous appelons maintenant la philosophie, l'éco-philosophie ou l'éco-sophie, n'est-ce pas, selon les données. Et ce qui est fondamental, à mon avis, dans cette conférence, c'est quand même de mettre à la critique plusieurs, comment dirais-je, plusieurs évidences que nous avons apprises, n'est-ce pas, au niveau de la philosophie, même au niveau de nos approches, de nos relations, du monde, etc., comme par exemple la raison elle-même, n'est-ce pas?
la raison, vous avez évoqué Descartes, vous avez évoqué comment Descartes a conçu cette raison. Effectivement, n'est-ce pas, il faut avoir cette image dans la tête en pensant, en réfléchissant sur Descartes. C'est qu'au moment où Descartes réfléchissait sur comment dominer le monde par la raison, dominer la nature par la raison, à ce moment-là, n'est-ce pas, dans le continent américain, on était en train d'organiser, comment dirais-je, l'épuration technique, l'épuration ethnique la plus dégueulasse qu'a connue le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire finalement que cette raison instrumentale de Descartes a fonctionné d'une certaine manière contre la nature, contre la morale, contre cette éthique dont vous parlez dans cette... Moi, personnellement, dans ma réflexion, je me suis dit, si nous voulons redonner à la raison son côté moral, probablement il ne faut pas aller du côté de Descartes, mais plutôt de revenir un peu à Farabi, le philosophe Farabi, qui, lui, a réfléchi sur cette raison et il s'est dit, finalement, la raison elle-même, n'est-ce pas, elle aboutit, bien sûr, à des découvertes scientifiques, tout cela, mais elle n'aboutit pas à faire de l'homme ce qu'il est. Et par conséquent, il a proposé le mot en arabe, je ne sais pas si vous connaissez l'arabe, taql, un peu taql, que je traduirai par raisonnabilité, et dont l'aql, c'est la raison, taql, c'est la raisonnabilité, et il a défini taql comme la possibilité que la raison fonctionne avec les valeurs morales et avec les valeurs sociales, avec les valeurs humaines, de telle sorte que finalement, si on veut aborder la question de la nature, n'est-ce pas, l'instrument fondamental n'est pas la raison, mais plutôt le raisonnable, la raisonnabilité. Vous savez que Kant, par exemple, on a parlé de cette raisonnabilité, que Rawls, par exemple, quand il s'est trouvé, comme vous avez dit, devant un dilemme entre l'intérêt personnel et l'intérêt général, n'est-ce pas, il n'a pas utilisé le mot raison parce qu'il a dit, Rawls, si j'utilise la raison, il n'y a que l'intérêt personnel. Il n'y aura pas autre chose. Il n'y a ni social, ni nature, ni rien du tout. Donc il a utilisé le raisonnable. Il a dit, si par raison, je dois faire de telle sorte que mes intérêts sont primes, par raisonnabilité, je fais de telle sorte que, disons, la société, l'État, etc., prime. Donc, il y a cette... c'est le premier. Le deuxième exemple, c'est la démocratie elle-même. Vous avez parlé de la démocratie. Cette démocratie, n'est-ce pas, à l'ère de l'Anthropocène, cette démocratie ne fonctionne plus. D'ailleurs, elle ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Il n'y a plus, dans aucun pays, ce qu'on peut appeler démocratie. Hein. Il n'y a que, je ne sais pas, des élections formelles, n'est-ce pas? Et c'est tout. Il n'y a pas. Ça n'existe plus maintenant, la démocratie. Il y a ce qu'on appelle la dictature cachée, ou la dictature, disons, bon, il y a le terme la démocrature, hein, pour dire, hein, c'est ça ce qui existe. Pourquoi? Justement parce que nous sommes entrés dans cette ère de l'Anthropocène avec un instrument qui ne fonctionne plus. Bon, maintenant, c'est le mode de production financier, n'est-ce pas, ou, disons, média finance, n'est-ce pas, qui règne dans le monde entier. Et par conséquent, toute démocratie ne peut être qu'un instrument au service de cela, de cette... donc il faut reviser la démocratie. Moi, j'ai publié des choses sur ce problème et j'ai dit que finalement, par exemple, ce qui s'est passé en Tunisie dernièrement, avant, il y avait énormément de manifestations, des grèves, je sais pas, des sit-ins partout, etc., après la Révolution. C'est tout à fait normal et c'est la vraie démocratie, c'est-à-dire la démocratie du peuple, de la population. Quand il voit que quelque chose qui ne fonctionne pas, voilà, il exprime cela par des manifestations. Maintenant,
si on fait de telle sorte qu'il ne peut plus s'exprimer, n'est-ce pas, on rentre dans cette ère. Et troisième élément, et je termine, c'est la culture. Et vous avez très bien analysé, n'est-ce pas, le problème de l'identité, de la culture, etc. Seulement, j'attire votre attention à ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé dans nos travaux, n'est-ce pas, ici en Tunisie et même en France, partout, c'est le terme interculturel. La culture ne peut plus fonctionner en dehors de l'interculturalité. Bon, il y a certains qui vont jusqu'à la transculturalité. Bon, disons, l'interculturalité, il n'y a plus actuellement de culture en dehors de cette relation. Je vous remercie. Merci Triki. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire M. Triki avant de vous donner la parole. C'est que aujourd'hui, face à ce qui se passe, on ne peut pas ignorer les crimes qui sont commis à Gaza par Israël et un peu l'attitude des démocraties occidentales, notamment face à des étudiants qui se manifestent actuellement. Et la question qui se pose, c'est que sommes-nous face à une défaite de la raison de l'Occident ou face à une défaite morale? Voilà, c'est un peu aussi une question peut-être philosophique. Je vous invite à une certaine réflexion par rapport à tout ça, parce que longtemps, ce monde-là se présente comme étant le fief de la démocratie, le fief des valeurs, et finalement, nous avons la mémoire assez courte, c'est qu'on oublie un peu ce qui s'est passé pendant la période coloniale et les atrocités coloniales. Ces sociétés étaient en grande partie, bon, il y avait des monarchies, mais soi-disant que c'était des monarchies constitutionnelles, et il y avait des républiques démocratiques, il y avait des élections en tout cas, mais nous savons qu'il y avait des forces profondes, des forces financières, certains aussi sous prétexte d'exporter cette civilisation entre guillemets aux sauvages, entre guillemets également, qu'ils ont commis les pires atrocités, et en tout cas on a compris que derrière tout ça, ce n'était que exploitation, massacre et appropriation des richesses des populations qui n'avaient pas la possibilité de se défendre face à un Occident qui s'est modernisé, moi je pense essentiellement d'un point de vue matériel. Une question de Simonir, vous répondez, et après, encore une question, vous répondez, après je donne la parole à la salle. Merci encore une fois, cher professeur Patou. Moi, je voudrais essayer d'entrer avec vous en conversation d'un point de vue sociologique. Vous avez évoqué la question de la démocratie, bien sûr, en rapport avec cette constitution d'une nouvelle configuration sociale que vous avez appelée État-nation. À partir de là, moi je crois qu'il faudrait justement établir une nette distinction entre la première phase de cette configuration et une deuxième phase qui s'est concrétisée par le colonialisme. J'ai bien remarqué que vous n'avez pas développé d'idées à partir de ce point de vue-là. Le colonialisme représente... Voilà, on me demande de me mettre debout. Alors, justement, ce colonialisme représente une deuxième phase par rapport au capitalisme, pas seulement d'un point de vue marxiste, mais aussi parce que, justement, ça représente, je dirais, un premier pas vers ce que vous avez appelé Anthropocène. On ne peut pas imaginer l'Anthropocène sans cette phase de colonialisme. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait peut-être développer une réflexion sur le rapport entre démocratie et changement des rapports entre les nations. Vous avez bien
développer ces idées à propos des rapports entre cultures, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur la nécessité peut-être de développer quelques autres idées par rapport La deuxième réflexion que je voudrais avancer, c'est que justement, avec cette avancée de l'Anthropocène et donc le déclin de tout ce qui est raison, tout ce qui est État-nation, tout ce qui est démocratie, etc., il y a eu quand même des mouvements de contestation, les révolutions bien connues, et pendant les dernières décennies, tous les mouvements sociaux qui poussent vers une réflexion aussi sur tout ce qui est socialisme, tout ce qui est égalité sociale, tout ce qui est refonte donc des rapports sociaux. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur peut-être la nécessité de développer quelques autres idées en marge de ce que vous avez avancé sur la capacité ou les capacités de résistance et de résilience par rapport à l'Anthropocène, pas seulement à partir de la question démocratique comme question politique, mais à partir de la question sociale et à partir des avancées des mouvements sociaux qui, justement, sont de plus en plus vigilants par rapport aux différents rapports qu'on peut entretenir ou sur lesquels on peut réfléchir entre démocratie, société égalitaire, réflexion à l'encontre de l'Anthropocène, comme vous avez déjà évoqué quelques idées à partir de l'Amérique latine, le concept de Pachamama, hein, comment on peut rétablir sa relation avec la nature. Merci. Merci, Simonet. À vous la parole, professeur Doy. Je vous remercie pour vos différentes interventions qui vont toutes dans le sens de l'idée que j'ai voulu mettre en avant. Il a été beaucoup question dans l'intervention de M. Triki de la façon dont, en philosophie, la raison n'est jamais posée comme une substance, comme quelque chose de définitif, mais que la philosophie passe son temps à réfléchir et à revenir sur elle-même et à remettre en question ses acquis. Et cela se voit particulièrement à partir des empiristes anglais, avec David Hume par exemple, qui interroge la capacité de la raison à saisir le réel. Et cette perspective va être radicalisée par Emmanuel Kant. Kant, c'est en fait le philosophe le plus critique des capacités de la raison. Que peut la raison? Voilà la grande question qui structure toute la philosophie kantienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les philosophes eux-mêmes n'ont jamais cessé d'interroger la raison du point de vue de ce qu'elle peut faire et des méfaits qu'elle pourrait aussi produire. Mais lorsqu'il s'agit justement de la perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire celle qui consiste à se demander si elle doit être d'une certaine manière limitée dans ses actions à un seul domaine, qui est en fait la connaissance rationnelle, on voit bien qu'il y a tout un pan de la réalité qui est laissé de côté. Et c'est ça qui fait que, à partir du 19e siècle, surtout avec l'avènement de la Shoah, il y a eu une sorte de réveil qui s'est fait en Europe et qui a consisté à considérer que la raison jusque-là n'avait été qu'instrumentale. Autrement dit, elle n'a été jusque-là qu'un outil qui a servi non seulement pour domestiquer la nature, mais aussi pour domestiquer l'homme. Et parce qu'elle a été complètement dissociée des valeurs morales, comme vous l'avez dit, elle est devenue justement un instrument de domination comme un autre. Et c'est ça qui a fait qu'en Allemagne, à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu dans la raison le véritable agent justement de ce qu'on a appelé la Shoah. Alors, c'est très intéressant pour les peuples du Sud de s'interroger sur cet événement. Ça veut dire que tant que la raison avait des méfaits et produisait des méfaits ailleurs qu'en Europe, ça ne posait pas de problème. Et je vous renvoie ici à un texte magnifique d'Aimé Césaire, dans lequel, je crois que c'est dans le discours contre le colonialisme, dans lequel il dit que quand Hitler s'est mis à vociférer ses insanités,
ça ne nous a pas surpris, nous autres pays du Sud. Parce que ce discours, nous l'avons entendu des siècles auparavant, mais de la part de nos maîtres. Et il dit que ce que les humanistes européens ne pardonnent pas à Hitler, c'est d'avoir appliqué aux Européens des méthodes qui ne conviennent qu'à des gens du Sud. Et donc, vous voyez un tout petit peu l'écart qui se pose, qui se creuse ainsi entre la raison telle qu'elle est comprise à partir de l'Europe et la raison telle qu'elle est vue du point de vue du Sud. Et donc, de cette double perspective, nous avons en fait un enseignement à tirer. C'est que la raison n'est pleinement elle-même que si elle est associée, ou en tout cas si elle est fondée dans des valeurs qui font qu'elle respecte l'humain en tant que tel, mais l'humain en tant qu'il est immergé dans une nature dans laquelle il n'est pas un être différent, dans laquelle il n'est pas un être d'exception, mais il est d'une certaine manière la nature. Parce que jusque-là, cette raison instrumentale nous a fait croire que nous sommes des êtres d'exception et que, j'ai essayé d'ailleurs de le montrer, que le concept de nature tel que nous l'avons problématisé jusque-là, à savoir que c'est juste un environnement, c'est-à-dire quelque chose qui nous environne mais qui est différente de nous, cette conception-là a conduit à la façon dont nous avons exploité la nature au point qu'elle est devenue aujourd'hui, justement, il est devenu aujourd'hui quasiment certain que si nous continuons dans la même direction, nous risquons de mettre en péril la vie sur Terre. Or, nous sommes la nature. Nous sommes cette même nature au sens où nous sommes à la fine pointe de son évolution et que du fait de l'apparition de la conscience en l'homme, nous sommes capables de retourner notre regard sur elle, ce qui pourrait donner l'illusion que nous sommes différents d'elle, alors qu'en réalité, nous sommes sa pointe la plus développée. Et voilà des questions que la raison instrumentale, telle qu'elle a été problématisée jusqu'à présent, n'est pas capable en fait de comprendre. Et il appartient à ceux qui en ont fait les frais, ceux qui en ont été les victimes, c'est-à-dire les populations du Sud, de prendre conscience de cela et d'imaginer une nouvelle façon de problématiser la question de la raison. Et vous avez raison justement de montrer que il y a d'autres traditions philosophiques, d'autres traditions religieuses, spirituelles, comme dans le monde arabo-musulman, avec des philosophes comme Al-Farabi, qui ont en fait considéré la question d'un autre point de vue, à partir non pas de son instrumentalité, mais en tant que la raison est plutôt quelque chose qui se manifeste à côté d'autres valeurs, et il s'agira à partir de ce moment-là de voir comment élargir la raison de sorte à inclure en elle tout ce qui a été considéré comme relevant justement de l'éthique et de la morale, alors que justement les deux ne font qu'une seule et même réalité. Alors, la question que M. Mounir a posé, deux questions en fait qui sont extrêmement importantes. C'est en fait la question de l'État-nation tel qu'il s'est constitué en Europe à partir, disons, de la révolution de 1789, qui est en fait un moment extrêmement important dans l'évolution de l'Europe. Alors, évidemment, si on considère le phénomène d'un point de vue strictement intra-européen, on n'aura pas en fait une vision globale de ce qui est ici en jeu. Alors, c'est extrêmement important cette question parce que si on regarde l'historiographie européenne telle qu'elle est élaborée par les Européens, on a l'impression qu'à partir du XVIIe siècle ou du XVIIIe, mais c'est surtout valable pour le XIXe siècle, qu'il y a une nouvelle sociologie qui se met en place et que donc il s'agit de réécrire l'histoire de l'humanité, mais à partir d'un point de vue strictement européen. L'enjeu étant de montrer que l'Europe ne doit rien aux autres cultures. C'est pendant cette période que le mythe du miracle grec a été forgé par Ernest Renan. L'idée que l'Europe est héritière de la Grèce et la Grèce ne doit rien à personne. Autrement dit, comme ça, de façon tout à fait immotivée, un beau jour, les Grecs se sont réveillés et sont devenus des philosophes. Ça, ne devant rien en personne, comme si, dans l'histoire des idées, la génération spontanée était possible. On doit toujours quelque chose aux autres, et dans le cas d'espèce, cette réécriture de l'histoire a consisté à effacer complètement
ce que l'Europe doit à l'islam, plutôt à l'islam bien entendu, mais à l'Espagne musulmane, parce qu'on oublie qu'ils ont été en Espagne pendant des siècles et des siècles, à une époque où l'Europe ne savait plus un seul mot de grec. Du fait que Justinien, je crois que j'en parlais hier avec Safwan, le premier empereur romain qui s'est converti au christianisme, vous savez, les nouveaux convertis, c'est des gens extrêmement zélés, il a considéré que la philosophie était hérétique. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont tous été exilés en Orient. Et c'est de là qu'est née l'école d'Alexandrie. Ils ont essaimé donc vers l'Orient, vers la Syrie, etc. Et c'est quand les musulmans sont venus conquérir ces territoires qu'ils se sont appropriés toute cette science grecque, alors qu'au même moment, c'était l'obscurantisme le plus noir en Europe. Et c'est parce qu'ils ont conquis la péninsule ibérique, l'Andalousie, que l'Europe a pu redécouvrir, c'est-à-dire se reconnecter avec l'héritage grec. Alors, bien entendu, il y a des historiens de la philosophie qui parlent de cela, mais qui en parlent parce qu'ils ne peuvent pas en fait nier l'évidence. Mais ils essaient de minimiser l'affaire en disant que les arabo-musulmans n'ont été que des transmetteurs. Ce qui n'a aucun sens parce qu'on ne se met jamais à philosopher simplement parce qu'on garde un bien pour quelqu'un d'autre. La philosophie naît toujours d'un besoin. Si les musulmans se sont mis à philosopher, ce n'est pas qu'ils étaient confrontés à des problèmes politiques, des problèmes spirituels, des problèmes d'interprétation du texte coranique, bref, un ensemble de problèmes qui leur étaient spécifiques et qui les ont poussés vers la philosophie. Et toute cette histoire donc va être gommée et on va dire que non seulement on ne doit rien à l'islam, mais qu'on ne doit rien non plus à la colonisation. Or, c'est l'esclavage et la colonisation qui ont constitué, disons, ce que l'on pourrait appeler dans un langage marxiste, l'accumulation primitive du capital qui a financé le développement de l'Europe. Or, en effaçant tout cela, on veut faire de la modernité européenne un processus purement intra-européen, ce qui veut dire donc qu'ils sont à ce moment-là fondés à dire que nous allons apporter la civilisation aux autres. Et donc, sous ce rapport-là, la colonisation va être, d'une certaine manière, d'un point de vue idéologique, motivée par ce désir, en fait, bien entendu, d'apporter la civilisation aux autres, alors qu'il s'agit en réalité de trouver de nouveaux marchés, parce que le capitalisme naissant en avait besoin. Et c'est ça qui fait que, donc, ils vont essaimer à travers la planète, dominer d'autres peuples, et ce qui était au début en Europe comme un progrès social, parce qu'il s'agit en fait de fonder une nouvelle société égalitaire, va se traduire en fait par les autres du peuple, par toutes les horreurs que nous savons. Et c'est ça qui fait que lorsque l'Europe parle de l'universel, on a l'impression justement que l'universel dont il parle ne s'applique qu'aux Européens. Et aux États-Unis, les Noirs américains ont une formule très laconique, mais qui résume bien cela. Ils disent « When white people talk about justice, it means just us ». Quand les Blancs occidentaux parlent de justice, ils n'entendent pas là que « just us », c'est-à-dire « juste nous ». Autrement dit, l'homme des droits de l'homme, de quel homme s'agit-il? On a tendance à oublier qu'en 1789, quand il proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir, il continuait à pratiquer l'esclavage. Et il ne voyait pas la contradiction, justement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Le fait de proclamer des droits humains d'un point de vue universel et continuer à réduire en esclavage la moitié de la planète sans se rendre compte de la contradiction entre ce qui est proclamé et la pratique effective de tous les jours. Et vous avez donc raison qu'il aurait fallu en fait prolonger justement la réflexion dans cette direction en montrant que avec la colonisation, il va y avoir non seulement des génocides, il n'y a pas de génocide, mais aussi des écocides. Et ça continue encore aujourd'hui, parce que le type d'exploitation qui a été imposé aux pays du Sud et qui est conceptualisé sous la catégorie d'extractivisme consiste en fait à faire des pays du Sud des réservoirs de matières premières pour le centre hégémonique qui est l'Europe. Et ça continue aujourd'hui malgré le fait que pratiquement tous les pays du Sud sont
devenus indépendants. Mais il y a une économie monde dans laquelle les pays du Sud sont à la périphérie et leur seule fonction dans le système, c'est de délivrer, ou plutôt d'être une réserve de matières premières pour le centre. Alors, pour ce qui est de la façon dont il faudrait résister à l'Anthropocène, j'ai parlé en fait de l'ontologie mécaniste, telle qu'elle a été développée par Descartes au XVIIe siècle, et telle qu'elle va définir en fait disons le contexte dans lequel le capitalisme va se développer. Alors, on est allé tellement loin dans cette direction qui est en fait fondée sur une opposition entre nature et culture qu'on a oublié que dans d'autres civilisations, cette coupure n'existe pas. J'ai parlé tout à l'heure de Jalaluddin Rumi, mais dans le monde arabo-musulman, mais dans pratiquement toutes les sociétés pré-industrielles, il y avait cette conception de l'homme qui n'est pas séparé de la nature, mais qui vit en symbiose avec elle. Dans les ontologies africaines, par exemple, la force vitale, l'homme n'est pas posé en ennemi de la nature, mais il est non pas immergé au sens où il se dissout dans la nature, mais au sens où il entretient avec celle-ci des rapports harmonieux, et cela devrait pouvoir se traduire par une nouvelle façon de concevoir les rapports avec la nature. Et c'est ça que j'ai essayé de problématiser avec la notion d'éthique qui consiste à ouvrir la nature et à l'intégrer justement dans le domaine éthique. Ça ne veut pas dire que nous allons retourner à des visions animistes qui, en fait, devraient pouvoir dissoudre l'homme dans la nature, mais simplement que nous allons interpréter ces ontologies dans une nouvelle perspective qui va consister à dire que nous devons protéger la nature. Quand je dis que la nature peut être sujet de droit, ça ne signifie pas qu'elle est un être humain, au sens où l'homme, en tant qu'être humain, peut dire « j'ai des droits », mais que les droits que nous avons en tant qu'humains, nous pouvons les transférer à la nature et élargir ainsi la sphère de notre humanité en y incluant tous les êtres dits inférieurs que nous avions jusque-là posés comme étant différents de nous. D'accord, merci. C'est juste, peut-être je risque de vous contredire par rapport à la Shoah lorsque vous avez dit que c'était un processus rationnel de la part des Occidentaux. Et moi, en tant qu'historien, je considère que c'est loin d'être un processus rationnel, parce que tout d'abord, c'est quelque chose qui est fondé sur un antisémitisme religieux, ancestral, qui a été alimenté par une pseudo-approche scientifique d'une hiérarchie des races, et également par un antisémitisme de gauche, qui considère les Juifs comme étant des personnes qui sont les bailleurs de fonds du capitalisme mondial, et par un antisémitisme de droite qui considère que les Juifs sont les penseurs du communisme. Voilà. Tous ces éléments-là se sont développés dans un contexte de crise. Et pourquoi c'est l'Allemagne? Parce que, avec les conséquences du traité de Versailles, l'Allemagne a été mise à genoux, elle a été frustrée, et on lui a imposé le diktat, ce qui a poussé finalement à... Peut-être ce qui est peut-être particulier, c'est peut-être l'industrialisation de la mort. L'industrialisation de la mort, on ne peut pas peut-être considérer que c'est un processus rationnel, mais peut-être un mécanisme d'efficacité, une façon industrielle de gérer cette extermination. Voilà, c'est juste une correction historique que j'apporte. On donne les paroles aux femmes, parce que... Madame Hamemou et Madame Alma, puis je reviens vers vous, monsieur. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Je voudrais tout simplement vous adresser une question. À partir de valeurs universelles qui ont été créées par l'humanisme au XVIIIe siècle, quel rapport y a-t-il entre ces valeurs universelles et l'égocentrisme européen ou occidental qui a amené au colonialisme? Donc, quel est le rapport entre
l'universalisme, les valeurs universelles, Oui. qui ont créé l'égocentrisme occidental, qui a commencé par un égocentrisme européen et qui s'est concrétisé en colonisation, qui a abouti à la naissance des États-nations après la colonisation, après l'indépendance, qui ont été sujets d'appliquer ce qu'on appelle les valeurs universelles, c'est-à-dire qu'ils ont négligé tout ce qui a une relation avec la culture locale ou la culture nationale pour aboutir aux valeurs universelles. Et finalement, on a d'autres crises qui sont liées à ces indépendances qui ne sont pas totalement des indépendances, mais des régimes qui sont plus ou moins alliés au colonialisme et alliés à la suprématie occidentale d'une manière générale. Et merci. Alma Hafsi. Merci. Merci, cher professeur, pour... Donc voilà, d'un point de vue psychologique, donc là je suis psychologue, et comme ça on va enrichir avec la sociologie, philosophie, psychologie. Alors, donc à partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui on parle d'anthropocène, de crise, de changement climatique, de changements sociaux, donc sanitaires, il y a énormément de problèmes. Quand on met tout cela dans ce paquet, c'est l'ère de l'anthropocène. Alors, mais il y a quand même des réactions, il y a des mouvements. Il y a des jeunes qui s'investissent, qui sont activistes, qui militent pour quand même changer ce monde où l'injustice règne. Hein. Donc, maintenant, d'un point de vue philosophique, pourrions-nous dire que ça sera pour bientôt cette rupture épistémologique avec un passé, mais qui était tellement rempli d'injustice, et qui représente aujourd'hui comme une bombe à retardement, mais qui va donner une autre réalité qui pourrait probablement être positive, hein, là où la justice régnerait, là où les gens seront beaucoup plus conscients des conséquences de leurs actes, du capitalisme, des effets néfastes du capitalisme, de nouvelles formes de démocratie, donc une autre conception. Ça sera une option plutôt plus positive, plus moderniste, plus juste. Et bon, ça c'est ce côté positif peut-être en moi, c'est de l'espoir que je porte, même dans les discussions avec les étudiants. Donc, c'est bien de tracer tout ce passé, de le comprendre, de comprendre les sous-bassements, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on vit cette réalité. Mais il faut aussi prendre en considération des réactions de ce que les gens font. Certes, il y a des gens qui continuent à détruire, continuent à imposer cette injustice, mais il y a un autre courant, un anti-courant, vous voyez. Alors, le fait que les deux s'opposent ou bien se confrontent, peut-être y aurait-il une autre alternative, une autre réalité qu'on pourrait éventuellement nommer cette rupture épistémologique moderne. Voilà, et merci.
Merci, professeur, pour cette brillante conférence avec énormément de données. Donc, moi, quand j'ai reçu l'invitation du centre, surtout, vous avez parlé d'Anthropocène. Comme je suis géologue, donc ça m'a interpellé, parce que nous, le problème, les géologues, il faut qu'on voit quelque chose incrusté dans la couche. Par exemple, comme on dit l'ère jurassien, donc le Jurassique, donc quand on trouve des dinosaures, nous on fait la carte, on dit que c'est du Jurassique. Quand on voit le primaire, quand on voit les trilobites, on dit quand même qu'il y a, c'est l'ère primaire. Quand il y a le secondaire, on parle aussi de l'apparition de la vie. Quand on voit le tertiaire, on dit que les éléphants et tout, et le quaternaire, il est dédié à l'homme. Et donc avec toute cette hiérarchie, par exemple, quand on va faire la carte géologique, on doit cartographier ce qu'on voit. Bon, pour l'anecdote, nous, quand on fait la carte pour parler de ça, mais vous, quand même, vous l'avez bien dit, par exemple, Anthropocène, nous, on dit le faciès poubellien. Quand on voit des ordures, on dit on carte des poubelles. Parce qu'après, quand je fais la carte, et vous allez venir après moi voir la carte, il faut que vous trouverez ça. Donc, si vous ne trouverez pas, par exemple, moi, je suis de Gafsa, où il y a la compagnie de phosphate, on a fait la carte, par exemple, le Capsien. Quand on voit les cendrières, quand on voit les escargots, etc., on carte sur le Capsien. Vous allez, on va vous amener, vous promener dans le sud, on va vous montrer la carte, vous voilà ici le Capsien et tout ça. Donc, ça, pourquoi vous? Puisque ce sont plutôt des concepts. La raison, le Covid, etc. Pourquoi on n'intercale pas dans une continuité historique? Vous voyez, par exemple, comme on dit l'époque contemporaine, l'époque moderne, etc. Pourquoi vous n'appelez pas, au lieu de dire l'Anthropocène, vous dites par exemple l'homme, etc. Pour finir, nous, lorsqu'on étudie la philosophie, et monsieur le professeur Triquet, il nous faisait des éloges. Ah, la révolution agricole avec la mécanisation, la révolution industrielle, la révolution d'éthique. Et on dit même il ne faut pas rater le coche. Donc il faut vraiment entrer. Et ce qu'on critiquait à cette époque-là, quand ils nous donnaient de faire une dissertation, c'est quand même ça va éroder les emplois. Ils n'ont pas avant pensé que ça. Et puis, en philosophie, on nous parle que l'homme doit dominer la nature, et l'homme, c'est la suprématie pour la nature. Donc l'homme, c'était avec une anti de bons concepts. Bon, peut-être quand on dit le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais nous, lorsqu'on nous disait ça, la suprématie pour se protéger contre les inondations, donc c'est ça la maîtrise de la nature. Et puis quand même, vous connaissez votre nature. On fait des taxonomies, on fait des aires géologiques, on fait donc la zoologie, on fait la flore, la faune, etc. On connaît avec Darwin, la révolution là, avec la révolution copernicienne où l'homme se croyait qu'il est le centre du monde. On lui a dit non, vous êtes quand même un élément là, c'est pas la Terre. Donc je ne sais pas pourquoi ces paradigmes ont changé au départ. Enfin, maintenant on parle des ODD, des 17 objectifs de développement durable, avec les COP, etc. C'est pour maîtriser la nature. Mais ils nous disaient qu'il y a certains qui les intéressent, que ce dérèglement, puisqu'il y a l'Alaska et tout, et la Sibérie, quand ça va s'échauffer, donc ça va, il ne va plus avoir les glaces, et donc ils vont avoir des terres. Mais c'est la catastrophe parce que vous dites il faut créer un altruisme entre les gens, parce que si cette eau va partir, ça va transgresser, ça va couvrir les autres continents, et comme ça, ils resteront eux tout seuls. Et je vous réitère mes remerciements pour cette brillante conférence. Merci. C'est toujours juste la question de ce qu'on raconte. Quand vous parlez de la révolution industrielle, les études des historiens montrent bien, et les témoignages aussi, vous avez le témoignage d'Engels sur la classe ouvrière à Londres, qui témoigne que c'est vrai, il y a une croissance très importante d'un point de vue économique, mais ça a été fait aux dépens de beaucoup de souffrances de la classe ouvrière, des prolétaires, des lumpen prolétaires aussi. C'est quelque chose aussi à prendre en considération. Et voilà, donc c'est pas toujours, quand on a une croissance économique ou une maîtrise de la nature, il ne faut pas voir ça d'un seul côté, mais aussi il y a beaucoup de gens qui en subissent les conséquences. Hein.
Voilà, à vous la parole, professeur. Et on finit avec, avec votre dernière intervention. Ça passe vite, on a 2 heures déjà. Le temps file, c'est incroyable. Le temps file. Encore. Alors, je suis très heureux qu'on ait eu un géologue parmi nous pour apporter en fait le point de vue en fait de l'homme de science. Et vous avez parfaitement raison de mettre l'accent sur le fait que en géologie, on travaille sur un postulat, à savoir qu'il y a une mémoire de la Terre. Une mémoire de la Terre à laquelle nous pouvons accéder justement par toutes ces stratifications qui nous montrent en fait les différentes étapes de l'évolution de la vie. Chaque strate indiquant justement une ère géologique. Et ce qui fait la spécificité justement de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà dedans, et étant dedans, nous n'avons pas toute la distance qui devrait nous en séparer pour que nous puissions l'étudier de façon objective. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ceci est extrêmement difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques qui sont en jeu et qui font que pour décider que cette ère existe ou pas, il a fallu voter. Moi, c'est la première fois que je vois qu'une théorie scientifique est établie par un vote. Galilée n'a pas, en fait, établi la loi de la gravitation par un vote. Donc, il a fallu que, par des protocoles méthodologiques, la théorie, justement, arrive à vaincre, justement, les tentatives de falsification, pour parler le langage de Popper, pour qu'elle arrive à un statut de science. Et là, on a eu un vote d'une association, et les plus nombreux ont gagné. Alors, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Est-ce que derrière, il n'y a pas des enjeux économiques, c'est-à-dire des forces politiques et économiques qui ont intérêt à continuer à polluer et qui ont influencé les choses? Et dans l'article du New York Times dont j'ai parlé tout à l'heure, ça n'est pas dit de façon explicite, mais c'est ça qui est sous-entendu. Autrement dit donc, il y a des intérêts qui font que on a, pour certains, envie de faire en sorte que le concept d'anthropocène soit complètement enterré pour que l'on continue à polluer. Alors, c'est les mêmes qui disent que si la neige fond au pôle Nord, ça va faire de nouvelles terres qui seront disponibles pour l'agriculture. Mais on oublie que le réchauffement climatique qui va faire fondre la glace pourrait avoir des conséquences extrêmement désastreuses. Je ne sais pas si vous suivez les différents rapports du GIEC. Le dernier est extrêmement alarmant. Il dit explicitement que si la tendance d'aujourd'hui est maintenue, dans 50 ans, il n'y aura plus de neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les eaux des océans vont monter et ça va avoir pour conséquence la disparition de toutes les villes côtières. Au Sénégal, d'où je viens, je ne sais pas si vous voyez Saint-Louis du Sénégal, c'est la première capitale du Sénégal, c'est tout à fait au nord, sur le fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Saint-Louis est en train de disparaître. Rufisque aussi, parce que toutes les grandes villes au Sénégal sont sur la côte. Et si le niveau de mer monte, évidemment, elles vont être submergées. À Saint-Louis, il y a un petit village qui a complètement disparu, submergé par les eaux. Essayons d'imaginer ce que ça devrait être dans 50 ans si le pôle Nord, justement, déversait toutes ces montagnes de glace dans la mer. Ça va être la catastrophe et je ne crois pas que ça pourrait être quelque chose de bénéfique, même pour ceux qui vont découvrir de nouvelles terres à cultiver. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, je ne parlais pas de la rationalisation du fait d'avoir désigné les Juifs comme bouc émissaire. Je faisais référence à un livre de Adorno et Horkheimer dans lequel, en fait, ils montraient que l'exécution des Juifs a été un procédé technique de très grande efficacité rationnelle. C'est le cas. Voilà, et donc, pouvoir tuer autant de gens en très peu de temps, avec des moyens techniques extraordinaires, cela renvoie à un certain usage de la raison qu'ils ont appelé raison instrumentale. Alors, Madame, vous avez, en tant que psychologue, attiré l'attention sur le fait qu'il y a une opposition entre, disons, les impératifs de l'économie et le fait qu'en face, de plus en plus de jeunes se mobilisent contre une certaine manière de conduire l'économie mondiale
et vous vous demandez justement qu'est-ce qui pourrait en résulter. Alors, je ne suis pas devin et j'aimerais bien savoir en fait comment tout ça va se terminer, mais je suis à peu près certain que quand les jeunes se mobilisent, il y a toujours de l'espoir. Ça me fait penser à une thèse que l'on aimait répéter quand on était étudiant, une thèse de Marx, dans laquelle l'humanité ne se pose que des questions qu'elle peut résoudre. Et je ne suis pas d'un optimisme béat, mais je pense que si les jeunes se mobilisent, parce qu'ils sont l'espoir de demain, ils commencent à comprendre de plus en plus que nous sommes engagés dans une voie qui est sans issue, et c'est aller tellement loin chez certains jeunes en Occident qu'il y en a qui refusent de faire des enfants. C'est peut-être une décision excessive, mais quand on en arrive là, c'est qu'on est véritablement conscient que l'humanité est en train de courir un énorme danger. Il faut prier pour que cette conscience écologique se répande à tous les niveaux et qu'il puisse contrebalancer les intérêts économiques à courte vue qui n'ont pas en fait en tête justement l'avenir de l'humanité. Voilà, Merci, professeur. Je vois que nous arrivons au terme de cette conférence et de ces débats très intéressants. Et donc, voilà, donc nous arrivons à la fin. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.